J'ai plaisir à vous présenter un très grand artiste qui est Alain Bublex et qui est à mes côtés, qui a étudié à l'école des Beaux-Arts de Mâcon, c'est ça? Puis ensuite à l'École supérieure du design industriel de Paris. Et c'est votre projet Glooscap en 1992, donc ça n'est pas hier, qui lance votre carrière d'artiste. Alors c'est une ville imaginaire, oui, oui, quelque part au Canada, et comme souvent avec vous, entre la réalité et la recomposition artistique. Avec vous, nous allons entrer par la grande porte de l'utopie urbaine, puisque vous avez choisi de nous parler du plan voisin de Le Corbusier, que vous prenez au défi de nous changer la ville, pour le meilleur comme pour le pire. J'ai choisi de travailler à rebours, en fait, de prendre mon travail à rebours et de commencer par le dernier de mes projets qui aborde ces questions de l'utopie de la ville, etc. Donc c'est quelque chose qui... Plan voisin de Paris, j'ai démarré en 2004, je crois. Enfin non, je l'ai montré en 2004, donc j'ai dû démarrer un ou deux ans plus tôt. Et c'est effectivement le plan voisin de Paris dessiné par Le Corbusier en 25 qui m'avait intéressé. Il m'avait intéressé, d'abord, on le voit tout de suite sur ce plan, en fait. C'est un projet qui semble aujourd'hui totalement incongru, en fait, dans la zone qu'il impacte dans la ville et dans le propos. Alors on se rend mieux compte, en fait, avec une vue de la maquette. En fait, l'idée était de construire toute une série de tours au nord de l'île de la Cité, donc sur l'emplacement actuel du Marais, du premier, sans doute premier, deuxième, troisième, et puis probablement que ça touche le 9e arrondissement, enfin juste autour de la place de la République. J'étais intrigué parce que à la fois il y a quelque chose un peu de violent dans cette maquette, et en même temps je ressentais la nécessité de comprendre qu'est-ce qui avait pu le pousser à dessiner cette chose-là, en fait. Pourquoi faire et pour devenir quoi, en fait. Quel était, en fait, le projet derrière ça. En fait, le projet, je crois, c'était d'appliquer d'une certaine manière, 2 ans après ou 3 ans après l'avoir dessiné, le projet, lui, totalement utopique, c'est-à-dire de la ville de 3 millions d'habitants. Donc en 22, Le Corbusier, pour une exposition à Paris, avait dessiné une ville idéale de 3 millions d'habitants, donc sans terrain, une ville plate, une ville dans laquelle il organise simplement toute une série de bâtiments autour de l'idée d'une ville du XXe siècle, donc avec un centre et puis des périphéries, des zones d'habitation, des zones dans lesquelles les gens pouvaient travailler. Un peu d'ailleurs en héritant d'une certaine manière des dessins de Saint-Éliat que Luca Merlini nous a montré tout à l'heure, où les avions atterrissaient au sommet des immeubles. Là, cette fois, les avions atterrissent au centre même de la ville, au-dessus d'une gare, au centre des grandes tours. Donc c'est un dessin de Le Corbusier qui montre à quoi ressemblerait la terrasse d'un café dans cette ville de 3 millions d'habitants, mais finalement, ces grandes tours dans un parc font vraiment penser au cœur du plan voisin. Quand Le Corbusier dessine le plan voisin, bon, le centre de Paris, c'est-à-dire la partie qu'il pense pouvoir détruire, elle ressemble à ça. Ce sont des quartiers. Alors aujourd'hui, évidemment, on en a une image un peu différente, mais dans les années 20, le centre de Paris est un ensemble de quartiers relativement insalubres, dont un certain nombre d'îlots sont d'ailleurs voués à la destruction. Il y a une dizaine ou une quinzaine, je crois, d'îlots insalubres qui seront détruits à la fin des années 30 et dans les années 50 et remplacés par d'autres construction. Donc l'idée de Le Corbusier, en fait, est d'aller au-delà, évidemment, un peu de ces destructions d'îlots insalubres et de toucher des surfaces beaucoup plus grandes. Alors voilà un des îlots, l'îlot numéro 6, donc, qui est important dans le plan voisin, enfin qui est connexe au plan voisin, c'est-à-dire qui ne fait pas véritablement partie du plan voisin, mais c'est un îlot à travers Le Corbusier dans un second tome, en fait, de son travail, dans ce qui est la suite de son travail, les trois, j'ai oublié le titre du livre, tiens. Dans un livre de Le Corbusier, c'est pas grave. Donc, où il explique en fait comment il pense régénérer ou réactualiser ou résoudre les problèmes du logement à Paris. Son idée, donc en partant d'un îlot qui devra être détruit et qui l'a été finalement, l'îlot numéro 6, il montre qu'on pourrait détruire une infime partie
de la zone habitée, donc celle qui permettrait de construire en fait uniquement ces immeubles dont on voit qu'ils forment des angles droits comme ça qui courent au centre du parc. Donc dans un premier temps, on ne détruit que la zone d'après Le Corbusier qui permet de construire ces immeubles-là. Ensuite, on loge tous les habitants du quartier dans ces immeubles-là. Et enfin, on rase le reste du quartier pour créer le parc. L'idée, en fait, qui est assez curieuse quand on y pense, c'est que c'est un projet de rénovation de l'habitat à Paris qui viserait à ne pas déplacer les Parisiens, d'une certaine manière, à les reloger exactement à l'endroit dans lequel ils vivaient, c'est-à-dire éviter l'exode vers les banlieues, donc évidemment la construction des grands ensembles, et à finalement en fait reloger les Parisiens au centre même de la ville avec des immeubles qui seraient dans des parcs, et au pied des parcs on voit des bâtiments plus bas qui seraient les équipements sportifs et culturels qui doivent, dans le mouvement des années 30, accompagner la vie des citadins. L'autre problème que Le Corbusier identifie et qui cherche à traiter avec le plan voisin, c'est le problème de la circulation. Alors on croit évidemment que la circulation est spécifique à notre époque et à la fin du XXe siècle. En fait, il y avait des embouteillages de calèches, la circulation hippomobile était dangereuse, la circulation automobile, dès qu'elle est apparue, était assez dangereuse également. Il y avait de monstrueux embouteillages dès les années 30 dans le centre de la ville. Donc Le Corbusier, pour supprimer les embouteillages, pense un peu comme Haussmann, d'une certaine manière, une cinquantaine d'années auparavant l'avait pensé, créer des grandes avenues qui viendraient aérer en fait le réseau viaire de la ville. Une des choses dont Le Corbusier parle régulièrement, en fait, c'est cette avenue triomphale qui vient donc depuis le Havre, en fait, c'est-à-dire qui vient depuis le port de Paris, d'une certaine manière, qui remonte la Seine et qui arrive par l'ouest dans la capitale, qui passe la place de l'Étoile, qui s'engouffre dans les Champs-Élysées, qui traverse la Concorde, le jardin des Tuileries et qui aboutit dans un cul-de-sac qui est la cour carrée du Louvre. Pour lui, en fait, l'avenue qui entre dans Paris par l'ouest devrait traverser la ville et repartir vers Brest, en fait, et une deuxième avenue devrait relier Dunkerque à Biarritz et à Nice, en fait, 5 grandes avenues, comme ça, qui viendraient se croiser au centre de Paris et faire de Paris le centre de la France, mais dans une espèce d'extension, comme ça, qui viendrait en toucher les limites. Alors, ici, l'îlot insalubre numéro 1, avec un projet d'état futur. Donc l'îlot insalubre numéro 1, en fait, il est exactement au nord de la cité, juste à côté des Halles. C'est un îlot qui sera détruit, effectivement. Il l'a été assez rapidement. Il a été remplacé par un immense parking. Et c'est sur cet îlot qu'a finalement été construit le centre Georges Pompidou dans le courant des années 70. Donc les Halles de Paris, qui étaient juste à l'opposé du boulevard, ont elles été rasées un peu plus tard pour donner lieu à la construction d'un centre commercial qu'on connaît aujourd'hui, qui était un centre commercial semi-enterré dans un parc au cœur de Paris. Donc finalement, l'emplacement du plan voisin de 1937 a bien subi les transformations importantes qui étaient imaginées par Le Corbusier, évidemment avec rien à voir avec ce que Le Corbusier avait fait. Alors ça, c'est un dessin un peu plus tardif de Le Corbusier que je trouve intéressant parce qu'il permet de s'arrêter sur un autre point en fait de l'idéologie, enfin, ou en tout cas de son idée pour Paris, c'est que son plan voisin allait permettre de sauver Paris et non pas de le détruire. C'est-à-dire son idée, c'est que la plupart des monuments étaient mis en danger par la construction, la densification, la circulation automobile, etc. Qu'il fallait les sauver. Donc on voit en fait sur ces 4 grandes tours qui sont au fond le plan voisin de Paris, c'est-à-dire l'œuvre du XXe siècle dans son esprit, et devant l'œuvre du XIXe siècle qui est le Panthéon, et puis les œuvres du Moyen-Âge et donc Notre-Dame de Paris, etc. Donc une espèce comme ça d'accumulation de monuments. On devine le Louvre sur la gauche, donc laissé par les siècles, et le XXe siècle laissant un monument qui est à l'échelle du paysage et de l'histoire de la ville, d'après l'architecte, qui serait ce fameux plan voisin. Bon, tout ça a été finalement remis dans son contexte, relativement intriguant. Ce qui m'a intrigué aussi, c'est que Le Corbusier s'arrête, lui, d'une certaine manière, sur ce schéma, c'est-à-dire qu'il ne va pas finalement tellement au-delà de ce schéma et de quelques croquis comme on les a vus, sur ce schéma, il indique le plan voisin de 37, et puis en grisé, la zone à préserver, et puis pour le reste, d'une certaine manière, débrouillez-vous. En fait, cette espèce de suspension dans le projet m'a intéressé, et je me suis demandé où, si on le prenait non pas dans un sens
sociologique, c'est-à-dire en se demandant quelle serait la vie et quels seraient les affects de cette destruction et de ces ensembles de constructions. Mais si on le prenait uniquement d'un point de vue pratique, du point de vue de la construction, en fait, quelles seraient les conséquences ou quel serait le rythme ou l'allure même du plan voisin si on poussait l'idée de Le Corbusier à son terme. Donc j'ai commencé par redessiner un plan de Paris aussi fidèlement que j'en étais capable. Et puis en me basant sur ce dernier dessin laissé par Le Corbusier, d'une certaine manière en reprenant le papier là où lui il le posait sur son bureau, j'ai mis en place en fait les grands schémas de ce qu'il représentait. Donc la zone des quartiers à préserver. Les petits points bleu ciel, en fait, sont les bâtiments, les monuments importants à préserver selon la Pure dans Paris. Donc toute une série d'objets laissés par l'histoire qui sont intouchables. Et les formes un peu plus claires sont les grands cimetières, les 5 grands cimetières. Voilà. Ensuite, j'ai placé l'ensemble du réseau viaire. En fait, Le Corbusier, dans le plan voisin, suppose toujours que les voitures devraient circuler sur des routes surélevées, donc qui ne toucheraient pas le sol, qui ne seraient pas en contact avec les piétons, qui permettraient des circulations rapides et rationnelles, assez typiques de la pensée de l'architecte, et qui viendraient se croiser à angle droit tous les, je ne sais plus, 200 ou 400 mètres, quelque chose comme ça. Donc j'ai placé cet ensemble de rues comme il l'imagine. Et ensuite, en adaptant cette grille à la fois au relief et puis au plan suivant que Le Corbusier a fait après-guerre pour la reconstruction du port d'Anvers ou pour la construction de différentes villes, j'imaginais que cette grille aurait été assouplie en fait par le travail et en se confrontant en fait à la réalité. Non seulement assoupli, mais qu'en plus il est assez probable que même si on avait décidé, même si l'idée s'était imposée de le construire, on ne serait jamais allé jusqu'au bout. Comme la plupart du temps, en fait, on s'interrompt dans un effort tel en fait de transformation. Et donc les quartiers les mieux construits d'abord, et puis aussi habités par les personnes les plus influentes, n'auraient probablement pas été touchés. Enfin, c'est en tout cas ce que j'ai imaginé. Et donc du coup, le 16e et le 8e sont pas touchés par le plan voisin, alors que c'était projeté. Et puis aussi des quartiers peut-être résiduels au bord des voies ferrées, au sud et au nord, auraient été peu touchés, ce qui fait un plan finalement moins complet que ce qu'on aurait pu imaginer. Il ne restait plus qu'à coudre en fait l'ensemble, c'est-à-dire cette espèce de développement des grandes avenues de Le Corbusier, et puis ce qui reste des rues de Paris, donc celles qui n'ont pas été détruites parce qu'elles abritent les quartiers les plus patrimoniaux, et puis celles qui n'ont pas été détruites parce que l'idée s'est épuisée au fil de sa réalisation. De dessiner dans ces avenues-là les immeubles à redans, donc ces fameux immeubles d'habitation qui forment des espèces de grands espaces rectangulaires dans lesquels les Parisiens vivraient. Et donc c'est une sorte de prolongement de l'îlot numéro 6. À partir de l'îlot numéro 6 et des redans que Le Corbusier avait dessinés, j'ai continué à dessiner un peu bêtement d'une certaine manière, en essayant de respecter encore une fois le relief de la ville et de poursuivre de cité radieuse en immeuble à redans la croissance de cet ensemble. Ensuite, toute une série de petits points bleus qui sont les immeubles, les bâtiments administratifs, les prisons, les écoles, les hôpitaux, les universités qui n'auront pas manqué d'être construits aussi dans la même période. Et enfin, l'immense grand parc dans lequel les immeubles sont implantés et qui permet le cheminement que Le Corbusier décrit régulièrement avec un ton très, très romantique souvent, cette forêt dans laquelle la ville serait installée qui permettrait aux hommes de suivre le chemin des ânes en allant d'un point à un autre sans avoir toujours à contourner des bâtiments, etc. etc. Bref, ce grand parc en fait fait penser à une chose, c'est qu'il y a quand même dans cette idée-là une sorte d'inversion incroyable entre ce qu'on a fait, c'est-à-dire construire d'une certaine manière la ville à l'extérieur de la ville, on veut construire les grands ensembles dans la campagne, et en fait densifier la ville en fait avec une activité tertiaire, en fait les commerces, les banques, les assurances qui ont progressivement remplacé les habitants dans le cœur des grandes villes européennes. Donc il y a une sorte de vase communicant comme ça. Ce qui ne s'est pas fait dans un endroit, ce serait fait dans l'autre. Mais du coup, ce à quoi on pense immédiatement, c'est que tout ce qui occupe la ville aujourd'hui, ce serait nécessairement, d'une certaine manière, retrouvé en périphérie. C'est-à-dire que si on avait décidé de construire les grands ensembles dans le centre de Paris, il y a de grandes chances pour que tout ce qui occupe le centre de la ville aujourd'hui eût été construit à l'extérieur de la ville. Donc sur une zone assez
une zone assez naturelle en fait qui s'impose à l'esprit tout de suite, c'est la zone du périphérique qui a précisément été construite entre les années 20 et les années 60. Donc elle abrite aujourd'hui un autoroute et des usines, mais aussi de nombreuses habitations héritées, de nombreuses habitations et puis et espaces sportifs, enfin d'équipements sportifs, donc qui entourent toute la capitale. Et là, donc à la place de ces HBM et de ces équipements sportifs, on aurait une sorte de centre-ville occupé par les commerces, les banques et les assurances. Donc quelque chose qui, d'une certaine manière, ressemblerait probablement à ça, savoir un autoroute, le périphérique, et au bord du périphérique, des immeubles construits dans le XXe siècle. Et sur ces immeubles, en fait, les enseignes des compagnies qui annoncent à la fois leur présence et leur activité. Et donc j'ai commencé à dessiner en fait toute une série de vues qui sont celles-là, qui représentent Paris, le plan voisin de Paris, une des conséquences possibles, ou en tout cas imaginables, du plan voisin de Paris, qui serait cette ville du XXe siècle qui nous paraît à la fois extrêmement familière et en même temps un peu incongrue. Familière parce qu'on reconnaît tout d'une ville du XXe siècle, incongrue parce qu'habituellement les enseignes sont des enseignes anglaises et japonaises et moins les enseignes françaises. Donc pour faire ces images, j'ai simplement photographié le périphérique de Paris, au-dessus duquel j'ai dessiné des immeubles quelconques. Et puis ensuite, j'ai photographié dans le centre de la ville, parce qu'en fait, une fois qu'on a cette idée, en tout cas moi, une fois que j'ai eu cette idée, je me suis aperçu que finalement, même si ça m'était assez naturel de penser que toutes ces entreprises se seraient retrouvées à l'extérieur de Paris, finalement, je les identifiais peu ou mal. Donc je me suis promené dans Paris avec un appareil photo, j'ai simplement photographié les rues, pris dans ces rues les repères, les enseignes qui me permettaient de m'orienter, et je les ai simplement déplacés, quartier après quartier, sur ce périphérique imaginaire, en fait sur ce centre-ville annulaire qui viendrait, en fait un centre-ville extérieur qui entourerait un grand parc résidentiel. Donc là on a une vue... C'est une sorte de fiction. Oui, ça s'est pas fait en fait. Donc de ce point de vue-là, c'est une sorte de fiction, c'est vrai. Mais finalement pas tellement, parce que c'est pas tellement imaginé, disons. Enfin, je crains toujours avec voilà, tout est vrai. Je crains toujours avec la terminologie de fiction cette idée d'imaginaire. En réalité, j'ai rien imaginé du tout. J'ai simplement déplacé un certain nombre d'objets qui existent, mais tous existent avant que je me mette au travail. Et d'une certaine manière, face à un cube, le seul mouvement est de le tourner de 3/4 pour le voir un peu différemment, mais d'invention, enfin d'imagination, il n'y en a pas. D'invention, il y en a au sens archéologique du terme, c'est-à-dire celui de finalement trouver des choses et de s'étonner qu'elles soient véritablement là. Donc ça, c'est une vue du 6e, une vue de l'avenue de l'Opéra avec les restaurants japonais, le Louvre, l'Opéra précisément, les grands magasins, etc. Le Sentier, avec au loin, on voit les grands boulevards, avec les hôtels, les grandes chaînes hôtelières, et puis quelques commerces de grande distribution un peu plus loin. La place Vendôme, le commerce du luxe, enfin ce qui caractérise vraiment Vendôme. Oui. Enfin, en tout cas, ils sont tous là. Oui. Non, mais c'est... Voilà, donc la place Vendôme et puis les Champs-Élysées. Voilà, les Champs-Élysées pour finir. Donc on reconnaît évidemment la plupart des enseignes qu'on peut voir sur les Champs-Élysées. Voilà, donc quelques vues du plan voisin, enfin d'une des conséquences possibles, ou en tout cas d'une forme possible du plan voisin. Ce projet donc, que j'ai dessiné à partir de 2004. En fait, ça m'est toujours assez difficile de donner des dates avec mon travail, parce que si j'ai commencé à travailler sur cette idée du plan voisin peut-être en 2002-2003, dans la préparation d'une exposition qui a eu lieu 2 ou 3 ans plus tard, je continue à travailler. D'ailleurs, la dernière pièce, la dernière image montrée, je l'ai fait l'année dernière. Donc c'est quelque chose qui perdure dans mon travail, en fait, qui peut s'interrompre et être repris à tout moment et dans un rythme qui n'a rien à voir avec le rythme de l'activité des expositions et de voilà. Donc ce plan voisin a pris pied en fait dans un ensemble de projets que j'avais baptisé Projet en chantier, que j'ai démarré à la fin des années 90. À la fin des années 90, je venais de travailler sur un
sur la description d'une ville imaginaire dont on a parlé tout à l'heure, enfin, vous avez annoncé tout à l'heure que Glooscap, donc. Et puisqu'elle a été imaginaire, tout le monde me parlait toujours de ma ville utopique. Et en fait, il ne me semblait pas qu'elle était utopique. En tout cas, c'est probablement quelque chose d'assez près d'une utopie, mais elle m'avait jamais semblé être une solution. Et je voulais approfondir, à la fois pour moi-même et pour les gens qui s'intéressaient à cette ville imaginaire, cette question à la fois d'utopie et de projection dans la ville. Et j'ai décidé de le faire à travers une forme qui m'intéressait, qui est la forme des chantiers de construction. Ce que j'aime bien dans les chantiers de construction, en fait, quand on peut en voir, et on en voit quand même assez régulièrement, c'est qu'il ne manque jamais de public. Et il m'a semblé tout de suite que pour un artiste, c'était une forme intéressante en cela. C'est-à-dire qu'on était assuré en fait, d'avoir des gens qui les regardent si jamais on en faisait. J'avais imaginé dans un premier temps faire des installations dans l'espace urbain qui soient des chantiers de construction, en me disant comme ça, les gens les regarderont. Et puis en même temps, j'ai commencé à me demander qu'est-ce que les gens regardaient en fait en regardant des chantiers. Et moi-même, qu'est-ce que je regardais en regardant les chantiers, puisque on regarde où on met les pieds déjà. Comme tout le monde, il m'est arrivé souvent de regarder. Je crois surtout qu'on regarde le monde en train de changer en fait. C'est-à-dire que les chantiers de construction ont ça de particulier en fait, c'est qu'ils nous donnent l'assurance que ce qu'on voit ne sera plus jamais comme on l'a vu. Parce que précisément le paysage est en train de changer et il change d'ailleurs à tout moment de la construction même du chantier. C'est-à-dire que ce qu'on est en train de voir est une forme fugitive du paysage. C'est-à-dire, non seulement il est en train de disparaître, mais il est aussi en train de se construire. C'est-à-dire qu'on ne le reverra pas comme ça et on ne l'a jamais vu non plus comme ça. Et ce qu'on voit donc d'une certaine manière, c'est la forme physique du présent. Le présent dont qu'on a toujours un peu de mal comme ça à définir, on dit le présent c'est maintenant, mais tac, c'est déjà passé. Et le chantier, c'est un peu ça, et on peut s'abîmer dans cette contemplation, c'est-à-dire s'abîmer dans ce moment présent, d'une certaine manière, dans notre propre présence. C'est-à-dire que si on voit un chantier, c'est qu'on est bien là, c'est qu'on n'est pas passé avant, ni passé après, quand c'est fini, c'est qu'on a été là au moment où vous nous donnez très envie d'aller une forme de présence chantier. Comme ça. Et je trouvais cette forme-là intéressante dans cet entre-deux. Bon, j'ai résolu donc de projeter des chantiers, en fait, ou fabriquer des projets en chantier en me disant que ce serait bien, ou que ce serait intéressant, ou que ça m'intéresserait, ou que pour moi, la forme la plus légitime, c'est qu'ils en restent là également. C'est-à-dire que ce soit des projets, mais qui restent en permanence à l'état de chantier. C'est-à-dire qu'ils soient, dès le départ, des projets sans projection. C'est-à-dire des projets qui abandonnent dès le départ l'idée de toute réalisation. La question n'a jamais été de les faire, d'ailleurs, comme pour pour le plan voisin, pour moi, ce qui m'intéressait justement, c'est qu'il ne se soit pas fait et que de toute façon, on ne le fera pas. Et que donc, puisqu'il ne s'est pas fait et qu'on ne le fera pas, c'est très intéressant de s'y intéresser un peu plus, justement, et d'une certaine manière, de perdre du temps efficace à gagner, en fait. Il me semblait qu'il y avait quelque chose à gagner dans cette inefficacité. Et dans les projets en chantier, c'est un peu la même chose. Pour moi, il y avait quelque chose à gagner, à travailler d'une manière à travailler comme je l'avais fait auparavant comme designer, c'est-à-dire aussi sérieusement que possible, pour des objectifs qui, dès le départ, se dérobent. Un des projets en chantier les plus connus, bon, il y en a eu plusieurs, les plus connus dans ce travail-là, donc celui sur lequel je vais m'arrêter plus longuement. Donc Plugging City 2000, il provient d'un dessin fait par Peter Cook, un membre du groupe anglais d'architectes Archigram, qui dans les années 60, d'une part s'était fait connaître et d'autre part ont influé sur l'architecture en produisant en fait non pas des projets mais un petit magazine de quelques feuilles qui aujourd'hui nous ferait penser à c'est pas un fanzine, voilà, c'est quelques feuilles polycopiées qui étaient publiées assez régulièrement. Lucas, tu sais peut-être mieux que moi, peut-être tous les ans ou tous les 3 mois ou quelque chose comme ça, mais c'était presque rien. Quand on en voit, on est très surpris de voir à quel point c'était pauvrement imprimé et sans doute très localement distribué. Bref, sur ces 4 feuilles de ronéotypées et pliées sur du papier coloré, il projetait comme ça des villes, des
des constructions, des abris, etc., mêlant en fait une espèce d'engouement pour la société consumériste de la fin des années 60, pour la construction, pour l'électroménager, et puis l'idée de régénérer les centres-villes qui, dans cette période-là, étaient encore beaucoup plus qu'aujourd'hui, très hérités de l'immédiate après-guerre, ou même de l'avant-guerre. C'est-à-dire que c'est dans les années 60, alors que l'électroménager, l'habillement et puis les comportements étaient projetés d'une certaine manière vers notre époque, vers l'époque que nous vivons aujourd'hui. Les constructions, elles, semblaient en fait avoir un certain retard. Et je pense que les membres d'Archigramme et d'autres membres, mais avec un travail peut-être plus intéressant de l'architecture radicale italienne, voulaient briser cette ville, ces constructions qui ne leur semblaient plus pouvoir abriter la vie qu'ils espéraient vivre. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Donc Plugging City, c'est une ville de cellules qui sont connectées les unes aux autres, en fait. C'est une ville qui est conçue un peu comme un lave-vaisselle, d'une certaine manière. Donc il y a une sorte de grande structure qui tient les différents éléments les uns avec les autres. Et puis sur cette grande structure, on vient connecter les petits éléments qui vont permettre à la grande structure de fonctionner. Donc là, les éléments qui se connectent, ce sont des théâtres, des espaces, des agoras, des espaces de rencontre, des espaces d'exposition, des tuyaux d'eau, des tuyaux d'air, et puis les appartements qui sont divisés en cellules. Donc non plus dans l'idée qu'en fait l'électroménager tendrait à gagner l'habitat, c'est-à-dire que au lieu d'acheter un lave-vaisselle et à côté un réfrigérateur, on achèterait un ensemble lave-vaisselle, réfrigérateur, mais en fait un ensemble cuisine même carrément, qu'on viendrait brancher à un ensemble salon qui serait lui-même connecté à un ensemble chambre, et ça ferait une sorte d'appartement. On pourrait bien imaginer d'ailleurs qu'on commence avec juste une sorte de petit studio, une petite cuisine avec un petit salon connecté comme ça, puis en rencontrant un conjoint, un compagnon, quelqu'un avec qui on a envie de vivre, on s'agrandit, on met une chambre, on a des enfants éventuellement, ou on reçoit des amis, on connecte d'autres chambres, et puis quand les amis partent, ils partent avec leur chambre, ils viennent la connecter à une autre salle de bain, etc. Et on a une ville comme ça, souple et modulaire, qui s'adapte en permanence à la vie et au rythme de ses habitants. Et quand la chambre est en panne, on la jette et on en achète une autre. Voilà, quelque chose comme ça. Donc, ce qui m'a intrigué avec cette idée, bon, évidemment, on n'est jamais passé à l'acte. C'est un peu comme le plan voisin. On n'a jamais tenté la construction, mais ce qui m'a intrigué, c'est qu'il y avait quand même une forme de descendance à cette idée-là, mais qui passe inaperçue parce que dans la banalité du présent, en fait, tous les liens historiques finissent par passer inaperçus parce qu'on ne se rend pas compte de qu'est-ce qui peut attacher une idée complètement absurde à un objet qu'on a sous les yeux. Cet objet, c'est le bungalow de chantier, c'est-à-dire c'est effectivement une petite cellule comme celle que Peter Cook décrivait, c'est-à-dire c'est un habitat modulaire qu'on vient connecter véritablement, brancher à la ville pour résoudre des besoins temporaires. Alors, évidemment, ces bungalows de chantier ne sont connectés les besoins temporaires auxquels on répond dans le... Ah oui, tiens, les besoins auxquels on répond dans la ville sont aujourd'hui des besoins techniques, ceux des chantiers de construction. Mais en y faisant plus attention et avec l'idée de Peter Cook en tête et en me promenant dans les villes européennes en même temps, j'ai commencé à réaliser que ces petites constructions en bungalow de chantier étaient finalement une sorte de petites architectures. Là, on imagine assez facilement, enfin, on dirait un petit immeuble moderne, il est monté sur pilotis, il laisse libre la circulation au sol. Enfin, on se croirait chez Le Corbusier dans un autre genre, dans un genre moins définitif. Alors finalement aussi peut-être plus attrayant, c'est-à-dire qu'on se dit, mais il y a peut-être moins de conséquences à construire le plan voisin à partir de ce genre d'objet. Et en les observant, j'ai réalisé qu'il y avait des réalisations très différentes. Donc là, on avait quelque chose qui ressemble bien à de l'architecture moderne. Et puis là, c'est peut-être un bâtiment qui pourrait faire penser à une architecture plus vernaculaire. En fait, on pense assez rapidement à une sorte de ferme. On voit l'escalier à l'extérieur, un balcon comme ça qui donne accès à l'habitation. On comprend rapidement qu'en dessous, on peut l'utiliser pour des besoins plus techniques, un garage ou quelque chose comme ça, un atelier, puis on habiterait au-dessus. Enfin bon, on est en face d'une sorte de ferme urbaine comme ça. Et puis il y avait d'autres bâtiments plus importants, mieux construits. Donc c'est un peu plus tard à Paris qui eux font vraiment penser à de l'architecture contemporaine. Bref, quand il y a
plusieurs des très gros chantiers, il y a plusieurs constructions qui se font, et on voit émerger l'idée d'une ville, ou enfin en tout cas d'une agglomération. On a plusieurs bâtiments les uns à côté des autres, il y a encore une fois des circulations surélevées, on voit qu'il y a des carrefours, on peut imaginer que s'il y avait plus de circulation, il y aurait aussi des feux pour séparer les circulations. Donc une ville était possible, construite comme ça, mais qu'aussi cette ville construite à partir des éléments modulaires donc utilisés permet aussi de construire d'une certaine manière n'importe où, partout, à des endroits où inconstructibles, au-dessus d'une rue, à côté d'une rue, au-dessus d'un canal, etc. Bon, tous ces exemples m'ont fait penser que finalement, si ces bungalows étaient utilisés pour des besoins techniques aujourd'hui, rien ne nous empêchait d'imaginer de les utiliser aussi pour des besoins domestiques. Donc si chacun pouvait, ou chaque propriétaire pouvait, au-dessus d'un immeuble, à côté d'un immeuble, devant une fenêtre, étendre un bâtiment en lui ajoutant une pièce, un peu comme Peter Cook l'avait pensé, un enfant naît, paf, on met un Algeco, on a une chambre pour enfants, on a une envie de bricolage, en étant son domicile avec un atelier ou un balcon ouvert. Et j'ai commencé à dessiner sans plan d'ensemble, véritablement, enfin en m'inspirant simplement de photographies de paysages urbains que j'avais préalablement prises, des ensembles d'Algeco, comme ça, additionnés, collationnés à l'architecture. Évidemment, en reprenant également des photographies de chantier, je me suis aperçu qu'il y a une sorte de lien qui pouvait se faire comme ça. C'est-à-dire que si le chantier était une forme intéressante dans l'espace urbain, elle pouvait devenir aussi une forme qui se répande dans l'espace urbain et qu'on pouvait finalement, d'une certaine manière, en imaginant utiliser les modules sur les habitations, mais on peut aussi les imaginer, les utiliser dans le chantier lui-même et faire de la ville en chantier, la ville tout court, c'est-à-dire une ville comme ça qui se transforme elle-même en permanence avec ces modules qui se baladent un peu partout. Et presque une ville enchantée là. Hein. Enchantée, je sais pas. J'ai jamais l'impression tellement de travailler avec l'enchantement. En fait, pour moi, les questions de ces images, c'est de savoir toujours où on pourrait avoir envie de vivre et comment les Algeco pourraient bien tenir sur leur support. Donc je ne sais pas si c'est tellement enchanteur. En tout cas, un truc qui m'a toujours rassuré, c'est que ça ne paraît pas définitif et que si ça ne nous plaît pas, on a toujours l'impression qu'on pourrait l'enlever ou en tout cas en ajouter, l'enlever. La question du mouvement, me semble-t-il, est toujours au centre à la fois du projet de Peter Cook et de cette idée d'architecture modulaire, etc. Et le mouvement dans les images de Plugging City est résolu avec les hélicoptères. Donc il y a des hélicoptères comme ça qui survolent en permanence la ville et qui amènent ou qui emmènent, qui construisent ou qui démontent. Enfin, j'ai jamais vraiment tranché moi-même puisque je fais que les dessiner finalement ces containers qui vont transformer, modifier d'une manière temporaire la ville. Avec les hélicoptères, donc il y avait pour moi aussi l'idée un peu enfin pas un peu, beaucoup, de jouer avec l'imagerie cinématographique des grands films de guerre, de la grande aventure américaine des années 70, avec Apocalypse Now, Retour vers le futur, ou des choses comme ça, et donc de certaine manière mettre un peu les moyens de l'armée au service de l'habitation, de s'imaginer comme ça que plutôt que de bombarder le Nord-Vietnam, on construise des immeubles sur le Pont Neuf. Et donc bon, ça c'est un jeu aussi. Alors le Pont Neuf n'était pas vraiment construit en réalité. Jamais le Pont Neuf n'a véritablement abrité, enfin je crois, d'immeubles sur de part et d'autre de la chaussée. Je crois qu'il a été pont habité. Non, on croit, mais en fait non. Bon. Je crois. Alors je me trompe. Hein? Voilà, il y a eu des ponts habités, mais pas le Pont Neuf. Du coup, on répare l'injustice et on habite le Pont Neuf. Hein, c'est comme ça, puisque ça, là, voilà. Évidemment, bon, ça ne touche pas que Paris et pas que les grandes villes européennes. J'ai imaginé assez rapidement, d'une certaine manière, me promener dans le monde ou déplacer mes hélicoptères dans le monde et envisager ce qu'ils pouvaient donner dans des villes américaines ou en périphérie de Séoul, dans des villes coréennes, voire à l'entrée de Moscou, en déplaçant. Je voulais aussi varier les formes des constructions pour autant que ce soit possible et en fur et à mesure du temps qui passe, puisque le premier dessin donc, que j'ai montré, les immeubles assez maladroits, enfin le dessin assez maladroit construit sur les orques de Flandre, c'est quelque chose que j'ai dessiné en 98-99 et les derniers, je continue d'ailleurs à en dessiner encore aujourd'hui. Donc techniquement, d'ailleurs, j'ai fait des progrès dans l'usage de mon ordinateur et mon ordinateur lui-même a fait des progrès. Du coup, les images sont de plus en plus réalistes, mais toujours assez peu réalistes en termes de construction, je le crains.
Donc bon, là c'est un ensemble qui est en équilibre et qui tient accroché sur le bord du building. Bon, si on tire très fort sur la structure mais que ça s'équilibre un petit peu, on peut imaginer que ça grincera pas trop dans les chambres. C'est la gare de Lyon au fond? C'est la gare de Lyon, oui, c'est un immeuble qui est au coin du pont. Est-ce que tout le monde a compris comment vous travaillez? Non, hein? Je crois qu'il est temps de poser la question. Oui, alors on comprend ce qu'on voit, mais voilà. Comment ça marche? Alors, ce sont des dessins, en fait. D'ailleurs, quand j'en parle, je parle toujours de dessins. Ce sont des dessins sur des photographies. Donc, ce sont des photographies prises par vous, prises par moi, prises sans intention, d'ailleurs, la plupart du temps, des photographies de paysages urbains qui m'intéressent d'une manière générale et que je prends continuellement, d'une certaine manière. Donc, j'utilise j'utilise plus tard, parfois pas du tout. Quelquefois, je les montre comme des photographies et quelquefois, donc je les transforme en dessinant sur les photographies. Donc, ce n'est pas des choses qui sont faites calculées numériquement en 3D ou quelque chose comme ça. Donc, ce ne sont pas des éléments que je peux déplacer virtuellement et accrocher aux immeubles, mais ce sont simplement des tâches, des rectangles, des carrés qui sont additionnés les unes aux autres, posés sur le dessin, un peu comme, exactement comme on fait un dessin en peinture, quoi, hein. La peinture, en gros, c'est des tâches qui se superposent dans un ordre que l'artiste pense correct et qui finit par former une surface picturale convaincante, tant soit du point de vue de l'émotion, soit du point de vue de la représentation. Donc là, il suffit que les surfaces colorées s'ordonnent dans une perspective qui corresponde à celle de l'image et dans des couleurs qui correspondent à la lumière qui est déjà sur la photographie pour qu'on ait l'impression de construction. En fait, ce sont vraiment des dessins. D'accord. Et à quel moment vous êtes satisfait de votre travail ? Quand j'ai plus le temps de continuer. Non, je suis jamais véritablement satisfait de mon travail et c'est la raison pour laquelle je continue. Quand une technique est ou quand on a l'impression de maîtriser un peu une technique ou l'enjeu d'un travail, il perd un peu de son intérêt pour son créateur, je pense. Quand c'est trop facile. Quand c'est routinier, surtout. Enfin, il faut qu'il y ait une forme de défi dans chaque dessin. Il faut que pour chaque dessin, il y ait quelque chose que je n'ai pas encore fait ou que j'ai mal résolu dans le dessin précédent pour que ça vaille le coup de poursuivre sur le dessin suivant. Donc voilà une vue intérieure et quelques vues d'immeubles. Et donc la vue que Lucas avait choisie pour présenter mon travail. Donc pour les deux dernières vues, pour montrer qu'en fait, il n'y avait pas que des grands immeubles et des immenses intérieurs à transformer. Ah non, il y en a d'autres. Bon, en fait, ceux-là, ils sont assez vieux. J'ai eu la chance, au début des années 2000, qu'ils impriment en fait cette enseigne sur la Tour Eiffel. Donc la Tour Eiffel a porté, juste pendant toute l'année 99, cet emblème. Et il m'a semblé que la Tour Eiffel était vraiment le support idéal pour Plugging City, qu'en réalité, elle offrait une vue imprenable sur la scène urbaine et à coup sûr des appartements de standing à construire à partir des Algeco. L'autre immeuble super intéressant, évidemment, c'est le centre Georges Pompidou, d'abord parce qu'il est l'unique héritier d'une certaine manière d'Archigramme, mais qu'en plus, sa structure en échafaudage, si on veut, permettait de penser que si on continuait à l'assembler d'une certaine manière, en continuant à produire les boulons, les gerberettes qui permettent de le construire, on aurait une sorte d'espèce de grand échafaudage qui pourrait se mettre au-dessus de Paris, qui s'étendrait et qui supporterait les Algeco. Évidemment, il n'y avait pas loin à penser qu'un jour ou l'autre, le centre Georges Pompidou arriverait en extension comme ça permanente à toucher la Tour Eiffel qui elle-même s'agrandit progressivement avec chaque nouvel habitant veut une vue imprenable, donc il avance dans le vide un petit peu et que l'ensemble en fait finirait par former l'image d'une ville qu'évidemment on reconnaît puisque c'est l'image la plus plausible et la plus simple à produire pour voir comment il faut savoir admirablement dessiner quand même pour pas tant que ça, non. Pour arriver à ce résultat. Je ne sais pas admirablement non, c'est le dessin, c'est une activité un peu routinière. C'est un peu comme écrire, sauf que les formes, ce ne sont pas les formes des lettres. Mais c'est pas tellement. Je pense pas qu'il faille bien dessiner, peut-être qu'il faut, je sais pas ce qu'il faut faire, il faut suffisamment croire. Enfin, vous y arrivez très bien. En ce qu'on a vu. D'accord. On termine par... Glooscap, mais je vais dépasser, c'est sûr. Par le début, non? Oui, le premier projet, donc celui qui apparemment m'a fait connaître. Voilà. Donc Glooscap, une ville imaginaire.
Ces deux derniers projets dont j'ai parlé sont probablement issus de celui-là, alors que les techniques de travail et puis la matière a d'une certaine manière strictement rien à voir. Je commençais à travailler sur ce projet en 85, un peu par hasard. Un ami avait fait un dessin en téléphonant qui représentait, donc là c'est un schéma bien sûr, c'est pas le dessin d'origine, qui représentait un immeuble par son ombre. Puis on voyait juste une ombre portée en fait, qui matérialisait un immeuble. Et ce petit crayonné, comme ça, chose qu'il avait fait de manière totalement inattentive, m'avait intéressé et j'avais commencé à dessiner à côté de son premier dessin sur la feuille, donc qui servait à protéger son bureau, et à côté de son téléphone d'autres immeubles à côté du premier immeuble qu'il avait dessiné. Évidemment, il s'est pris au jeu et il a dessiné lui-même un autre immeuble, etc., etc. Et par analogie au premier immeuble, on a commencé à dessiner de plus en plus d'immeubles et des rues et des avenues, etc. Une ville. Et ça commençait à ressembler assez rapidement à une sorte de ville. On travaillait tous les deux, on était tous les deux designers chez Renault, et on développait ce dessin un peu comme un passe-temps, c'est-à-dire entre deux projets ou dans des moments de creux, dans des moments de réflexion, etc. On additionnait immeuble après immeuble, ou le plus souvent avant de partir en vacances ou en revenant de vacances, en revenant de voyage, etc. On venait là poser sur ce dessin-là nos observations sur ce qu'on avait pu voir dans les villes qu'on avait traversées ou les livres qu'on avait lus. Donc se collaient progressivement sur ce dessin des morceaux de villes qui venaient d'un peu partout. Donc c'était une ville un peu... Il y avait une sorte de règle du jeu en fait. Donc là on voit le dessin sur son premier support, sur son premier, comment on appelle ça, sur sa première planche, et puis une fois qu'elle a été remplie, on a posé une deuxième planche à côté de la première pour continuer à dessiner. Et il n'y avait pas de plan d'ensemble évidemment, et donc chaque bâtiment était toujours dessiné en regard du premier bâtiment construit ou de celui qui était juste à côté, dans une sorte d'analogie d'échelle comme ça, et se projetait à la fois des morceaux de Tokyo, de Los Angeles, parfois de Paris, etc., etc. Les uns après les autres, le dessin a grandi en fait, avec l'idée de faire une ville bien sûr totalement imaginaire, c'est-à-dire de l'imaginer au jour le jour, îlot après îlot, et en même temps de faire quelque chose qui semble être réaliste, qui semble possible, de jamais déborder en fait d'une construction qui paraîtrait normale d'une certaine manière. Et donc s'additionnait assez progressivement. Il y avait une colline qui au départ, donc sur la planche d'avant, une colline qui était un peu au milieu de nulle part, elle s'est retrouvée au bord d'un port, un cap qui avançait dans la mer de l'autre côté, le début du dessin d'une île, etc., etc. Donc là, c'est une photo du dessin d'origine, donc où on voit ces différentes sources d'inspiration. En haut à gauche, ça ressemble un peu à Paris. Il y a beaucoup ou en tout cas une ville européenne. Il y a beaucoup de diagonales, des rues qui semblent façonnées par l'histoire. Et puis juste en dessous, on a visiblement le quartier d'un centre d'affaires nord-américain, des quartiers de villas, une université. Enfin, tout était inventé comme ça et collé, maison après maison, l'une à côté de l'autre. D'ailleurs, sans grand souci, enfin avec un souci de réalisme et en même temps plein de petits détails qui montrent que ça fonctionne pas du tout. Jusqu'à un moment critique où ce dessin en fait est devenu trop grand pour qu'on puisse l'assembler simplement dans un bureau ou dans une pièce normale. Et là, c'est posé la question pour nous de comprendre finalement à quelle échelle on dessinait et de comprendre si cette ville qu'on voulait une ville normale, une ville un peu banale, une ville quelconque, était bien une ville quelconque et pas une sorte d'hyper mégapole, quoi. Parce que comme le dessin était plus grand que la pièce dans laquelle on dessinait, on commençait à se demander si la ville n'était pas immense. Et en faisant des recherches en fait et en comparant simplement la taille de nos îlots avec la taille des grandes villes, on s'est aperçu que ce qu'on avait dessiné, c'est le rectangle gris foncé dans la surface orange, donc quelque chose d'assez petit. On regarde la surface de Chicago, orange, ou même de New York en rose, ou des villes moyennes, donc ce qu'on voulait finalement obtenir, qui était une ville comme Philadelphie ou Baltimore, des villes assez quelconques dont on ne sait finalement pas tellement à quoi elles ressemblent. Et pour être réaliste, notre dessin devait finalement mesurer 20 mètres par 20 mètres. Et le fait de réaliser tout d'un coup que le dessin devait donc être plus grand que cette salle, sans doute, ou au moins grand comme cette salle, on s'est dit qu'on ne pouvait plus continuer d'abord à coller les immeubles les uns à côté des autres sans savoir jusqu'où on allait, parce que justement, précisément, on le savait, mais qu'en plus, on n'allait pas pouvoir inventer une géographie d'une certaine manière, un bord de mer qui soit crédible, aussi crédible qu'on avait imaginé notre ville crédible dans le moment où on le dessinait. Vous étiez dépassé par le propos. On était dépassé par l'ambition qu'on avait eue, mais on a trouvé une solution pour sortir de cette impasse qui était de trouver quelque part en Amérique du Nord, donc quelque part dans cette espèce d'indécision entre une ville européenne et une ville nord-américaine, donc dans cet espace en fait d'une ville qui soit
une ville quelconque, de trouver une forme géographique qui soit équivalente à celle qu'on a dessinée et de laquelle on puisse s'inspirer pour continuer le dessin. Donc on a, avec une petite représentation du morceau de côte qu'on avait dessiné, donc le cap, l'île et puis le port à côté, on a baladé ça à la même échelle sur des cartes d'Amérique du Nord jusqu'à ce qu'on trouve des terrains qui nous intéressent. Et on en a trouvé 4 assez rapidement, dont un, le plus gros des cercles, qui était situé en fait à la frontière des États-Unis et du Canada, mais au Canada. Donc on voit là sur le schéma comment on a bien le cap, la rivière, l'île, etc. et comment ça s'adapte là. Il y a plusieurs raisons qui ont fait qu'on s'est installé au Canada. D'abord parce que c'était au Canada justement et qu'il nous semblait qu'une ville serait plus quelconque au Canada qu'aux États-Unis. On était dans les années 80 et dans les années 80, on n'avait pas encore ce regard très précis sur la construction des villes asiatiques et les villes américaines et les États-Unis en particulier en termes d'urbanisme restaient d'une certaine manière le pays de la grande construction. Et il nous semblait que pour être quelconque... Vous connaissiez un peu le Canada? Pas du tout. Pas du tout. Non, en photo. Mais cet endroit précis, absolument pas, parce qu'en plus, il y en a assez peu de photos. C'est à l'écart un peu des grandes routes canadiennes et de la construction historique du Canada. Mais les autres, il y avait un autre endroit au Canada qui convenait également. Mais sur celui-là, placé comme ça, les ombres donnaient une fin d'après-midi. Et on s'était dit que si une ville imaginaire devait être dessinée quelque part, autant que ce soit vers 16 ou 17 heures, qui était quand même une meilleure heure qu'une autre. Donc c'est la raison qui nous a fait nous arrêter à cet endroit-là. L'endroit, en fait, donnait deux choses. D'abord, faisait de la ville une ville canadienne et ensuite donnait sa morphologie, sa forme finale et ce à quoi on allait devoir se conformer pour continuer à dessiner avec réalisme. Mais elle a aussi apporté une chose qu'on n'avait pas imaginée au départ, c'était l'histoire possible de la ville. C'est-à-dire, évidemment, on a réalisé qu'à cet endroit précis, il s'était passé une suite d'événements historiques et que cette suite d'événements historiques pouvait interférer avec notre dessin. Et notamment la chance la chance a voulu que ce soit ici que Champlain ait passé son premier hiver. Donc Champlain, le découvreur français d'Amérique du Nord, en fait, qui passe le premier hiver occidental en Amérique du Nord, puisque jusque-là, les Espagnols, en fait, étaient plutôt installés en Amérique centrale et dans les Caraïbes. Donc le premier hiver passé en Amérique du Nord s'est passé là, sur cet îlot, qui s'appelle l'îlot Sainte-Croix, dans le fleuve Sainte-Croix, qui a été un vrai désastre parce que le fleuve est très mal orienté en regard des vents dominants au Canada. Donc ils ont dû partir tout de suite. Ils n'ont pas pu implanter une première colonie ici. Mais en fait, il y avait fort à parier qu'il y avait une possibilité en fait, pour qu'ils s'installent l'hiver suivant sur un îlot mieux protégé, celui qui nous intéressait nous, et qu'ici un petit établissement humain aurait pu se développer, donc donner lieu à la construction d'une ville véritablement. Et on est rassuré par cette hypothèse historique. On a commencé à penser que ce projet, finalement, pouvait tenir debout. Alors, jusque-là, cette ville n'avait pas de nom, on l'appelait la ville. C'était quelque chose de terme générique pour nous qui nous permettait de décrire l'objet dont on parlait. Elle a pris le nom de Glooscap, qui est le nom d'un dieu indien, qui, selon la légende indienne, a formé les îles qui ferment la baie de Passamaquoddy, donc la baie dans laquelle la ville est dessinée, et en transformant un loup géant en pierre, une légende indienne. Et on a pensé que le nom du dieu, que la légende qui fabrique le territoire en fait sur laquelle la ville s'étend, qui avait une sorte de non pas de justification, mais que c'était le nom de la ville, que c'était le nom que devait prendre cette ville-là. Donc que la ville en fait prenait le nom du dieu de la légende indienne, et qu'il pouvait très bien y avoir une petite confusion entre les Occidentaux et les Indiens en arrivant sur place, les Indiens parlant d'un dieu qui fabrique du territoire, et les Occidentaux pragmatiques pensant qu'il s'agit du territoire lui-même et qui donne à la ville le nom que les Indiens leur donnent. Mais en imaginant ce premier fait historique, on a réalisé qu'on pouvait aussi reconstituer l'histoire de la ville en reconstituant l'intégralité des archives qui pouvaient attester d'abord de la présence d'une ville à cet endroit-là, mais aussi justifier de la forme du dessin qu'on avait fait dans cet endroit-là. C'est-à-dire déconstruire d'une certaine manière notre dessin, mais aussi voir quelle suite d'événements possibles aurait pu se succéder pour aboutir à un dessin absurde dans un endroit sur lequel rien ne s'est jamais passé. Donc on a commencé à dessiner ici le premier plan dessiné par Champlain, les premiers immeubles donc construits autour d'une cour, une surface carrée, une place, une agora, et comment en fait ces immeubles protégeaient la place qui accueille un arbre, etc.
l'idée de ces archives, en fait, était de travailler exactement comme on l'avait fait préalablement avec le dessin de la ville. C'est-à-dire, avec le dessin de la ville, on déplaçait des morceaux de ville aperçus par photographie ou au cours des voyages, dans des films, enfin, en puisant partout où les villes étaient pour nous visibles à cette époque-là. Donc, en déplaçant ça sur le dessin posé sur notre bureau. Et là, ce sont les archives du Canada, des États-Unis ou d'autres qu'on a déplacées, en fait, vers cet espace-là, en redessinant cette surface géographique et en collationnant en fait toute une série d'événements, de méthodes, de modes de construction qui allaient permettre en fait de penser une ville à cet endroit-là précis. Donc la manière dont les colons français partageaient les terres dans le Canada, dans l'est du Canada, grandes bandes qui vont depuis la mer jusqu'à l'intérieur des terres, les petites constructions, les forts, enfin bon, imaginez en fait aussi de donner des rythmes avec le recensement des populations qui recense finalement plutôt peu les peuples, mais plutôt les animaux et le matériel. Et puis quelques vues qui donnent à voir à quoi la ville ressemble époque après époque. Donc un port assez mal construit dans un premier temps, donc dans la première période de construction française, et puis ensuite une ville fortifiée en suivant les prescriptions donc de Vauban. On voit tout à fait en haut du plan à droite, donc c'est l'îlot avec la place sur lequel Champlain s'était implanté, et donc la ville qui se développe sur l'île principale avec ses fortifications. Donc une série de vues de... Il y a 2 orthographes alors pour Glooscap. Forcément, c'était français, donc ça avait une orthographe française. Parce que les Indiens parlent indien, mais les Français comprennent en français, les Anglais en anglais. Du coup, chacun écrit un peu comme il peut. Donc là, ça s'est appelé longtemps Glooscap, qui était un nom assez curieux. Et puis après, il trouve sa véritable orthographe un peu plus tard. Voilà, quand la France cède à l'Angleterre les colonies de la Nouvelle-France en 1753 et que débarrassés en fait de la pression militaire, les Anglais commencent à établir sur la côte est des États-Unis des grands ports marchands qui vont leur permettre en fait, d'exporter et d'importer les produits vers l'Europe. Donc on voit là la fin des fortifications et le développement d'un grand port industriel avec les quartiers qui sont projetés la plupart du temps le long de la côte. Évidemment, il fallait une raison pour qu'une ville puisse grandir à cet endroit-là. Donc on a imaginé que l'industrie du fer et de l'acier était probablement la raison la plus puissante pour arriver d'abord à fonder la ville comme on l'avait imaginé, mais aussi à construire les ponts que bêtement on avait dessinés et qui, dans cet endroit-là, donnaient sur rien. Donc puisqu'ils donnaient sur rien, il fallait traverser des grandes longueurs maritimes, et on a pensé que l'industrie du fer et de l'acier implanté dans la ville dès 1840, en fait, allait permettre vers 1900 de justifier la présence des grands ponts qu'on avait dessinés. En plus, l'industrie du fer et de l'acier donnait une atmosphère à cette ville qui nous paraissait coïncider assez bien avec ce qu'on avait dessiné. Les premières banlieues, donc, qui arrivent à Glooscap, un peu comme elles arrivent partout en Amérique du Nord, alors qui, contrairement à ce qu'on pense, en fait, et c'est assez curieux, parce qu'avec ce projet, finalement, quand on l'a démarré, on a démarré ça un peu comme on parlait tout à l'heure de flâneurs, et je crois que l'image qui me vient le plus à l'esprit pour la manière dont j'aborde une ville n'est pas tellement celle du flâneur, mais plutôt celle du touriste, en fait. Et donc là, c'était une ville de touristes, d'une certaine manière, qui additionne comme ça des choses qu'ils ont vues, qui les ramènent comme des touristes ramènent l'expérience de l'histoire et des territoires qu'ils ont traversés, et qui, dans ces territoires et dans ces endroits, essaient toujours de faire, et c'est ce qui est touchant dans le tourisme, de faire coïncider ce qu'on sait avec ce qu'on voit. En fait, on a un guide, donc on sait quelque chose et puis on voit autre chose, et on crée un lien entre ces deux choses-là. Et Glooscap, d'une certaine manière, c'est exactement ça. Ça fait coïncider ce que je savais, ce que je voyais. Je savais peu de choses et j'en ai appris beaucoup en le construisant. Donc cette ville en fait américaine qui est en réalité une succession d'utopies d'une certaine manière, qui est une succession de projections, de solutions. Et donc les premières banlieues ne sont pas les classes comme ce qui s'est passé à Paris dans les années 40, mais là, 100 ans avant, ce ne sont pas les classes populaires qui sont rejetées du centre pour la construction d'immeubles salubres en périphérie. Sont les classes les plus aisées qui peuvent utiliser les moyens de transport, qui ont les moyens d'utiliser les moyens de transport et qui vont habiter dans des espaces qui sont plus grands, plus libres, plus vides que ne le sont les centres-villes encombrés par l'industrie et par le commerce. Donc voilà le centre-ville industrieux et commercial de Glooscap, enfin, cette ville un peu un grand port industriel de la côte Est. C'est fini ?
Oui, c'est fini? Oui, on peut s'arrêter là. On peut s'arrêter là parce que j'aimerais... Bon, d'abord, on vous félicite. Et puis, oui, bravo.